Ici. Donne la parole. Hello à tous, vous êtes dans l'émission Art de vivre. Ne zappez pas, ça risque de vous plaire. Alors cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir Sabine Matarazzo. Alors Sabine Matarazzo n'a pas seulement grandi dans l'art, puisqu'elle le vit au quotidien, elle le diffuse de manière sensible et festive. Sabine, bonjour. Bonjour Vanessa, merci de l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le plateau d'Art Top, d'autant que tu es toi aussi animatrice Exact, sur ce plateau avec ton émission Artistiquement Vôtre. exactement. Tout au long de l'année, tu reçois des artistes que tu mets en valeur Oui, avec talent et sensibilité. merci. Alors moi, si j'ai décidé de t'inviter ce matin, ce n'est pas uniquement parce qu'on est amis, c'est aussi parce que depuis maintenant 2 ans, tu organises une exposition, enfin plusieurs expositions à raison de... J'ai un trou. 4 fois par an. Ah, voilà, à raison de 4 expositions par an. Tu organises donc des expositions à la Halle des Blancs-Manteaux. Alors, ce n'est pas seulement des expositions, c'est Non. des événements festifs, Exact. puisque à l'art se mêlent aussi différents artistes, que ce soit des musiciens, des écrivains. Il y a aussi ce rituel que tu as installé des parrains, du parrain et de la Exact. marraine, Exact. qui viennent mettre en valeur les œuvres et les artistes. Alors ma première question, elle est simple. D'où te vient cette idée justement d'associer l'art et l'événementiel? Est-ce que c'est une manière pour toi de rendre l'art peut-être plus accessible, peut-être pour des personnes qui n'auraient pas l'habitude ou qui seraient intimidées par ce secteur d'activité? Alors, je crois que tu as tout résumé en plusieurs questions. En fait, alors, juste pour expliquer, avant, j'étais en galerie d'art. Donc, j'avais On l'habitude... va y venir sur oui. ton parcours. Mais, non, mais juste pour expliquer comment j'ai pu arriver à l'événementiel artistique, c'est que je me suis retrouvée sans lieu. Moi, je la fais courte, mais je me suis retrouvée sans lieu. Et en fait, je me suis dit, il faut absolument que je continue donc à faire des expositions sans lieu, donc travailler de chez moi et proposer donc de manière, c'est très courte, 3 jours, des prétextes. Moi, j'appelle ça des prétextes pour déplacer les gens. Et dans la culture pop, en fait, il faut viser un très très large public. Donc, le seul moyen de faire venir autant de monde déjà au vernissage, parce que c'est une fête, c'est de proposer de l'événementiel artistique pour trouver un prétexte pour que les gens se disent tiens, il y a aussi des œuvres d'art, je vais découvrir les œuvres d'art et les artistes. Donc, c'est comme ça que c'est né. En fait, c'est le fait que j'ai pas de lieu. Concrètement. Et du coup, tu as fait de tes expositions une véritable fête, un Complètement. véritable happening, Oui. où à la fois on voit des œuvres, mais toujours dans un univers très festif, très coloré, très interactif. Alors ça, c'est ton ADN, c'est Oui. toi qui as créé ce concept. Explique-nous un petit peu ce parti pris. En fait, alors ce qui m'intéresse, moi, c'est l'aventure humaine. En fait, ce qui me plaît, c'est de faire venir plusieurs artistes, donc en général une vingtaine, de les convier par rapport à un sujet, un thème que je lance, de faire cette aventure humaine, cet accompagnement, de leur proposer quelque chose. Oui, alors forcément, ça fait écho à leur personne parce que si le thème ne leur parle pas, c'est difficile de participer. Et de faire en sorte que tout coïncide pour faire en sorte que tout le monde se rende compte, une émulsion comme une recette de cuisine en fait. Prendre plusieurs ingrédients et faire en sorte que... Donc il faut que ça prenne. Ah, faut que ça Il faut prenne. que la sauce comme la mayonnaise, relève l'ensemble. Ah oui, oui, oui. Et je fais très attention même aux affinités, les gens que je mets côte à côte. Pour moi, c'est avant tout une aventure humaine en fait. Je cherche l'humain et ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que les artistes ont au fond d'eux et ce qui fait écho à ma personnalité, parce que quand je propose un thème, c'est vraiment, je parle de moi au travers d'eux. Alors justement, tu me fais ma transition. Voilà. Chaque année, à chaque exposition, tu choisis un thème. Oui. Alors cette année, c'est le thème de la chance, Lucky, pour ta prochaine exposition, donc qui aura lieu le 12 décembre prochain à la Halle des Blancs-Manteaux. Exact. Mais ce thème n'est que la suite d'une série de thèmes, voilà. puisque avant c'était Happy. Exact. Il y a aussi, tu flirtes beaucoup sur le thème de la nostalgie, de la gourmandise, exact. des animaux. Je parle de moi. Voilà. Donc comment tu choisis tes thèmes justement et d'où te vient cette inspiration? Alors, tout vient de moi, enfin de mon ressenti, de ce que je traverse, de ce que je vis. En fait, je ne fais que puiser dans mes ressources personnelles. C'est pour ça que là, je travaille sur la programmation 2026, parce qu'en fait, 2026,
bah, en numérologie, on passe en année 1. Voilà, on est en Oui. année 9. Et c'est pour ça que c'est pas étonnant que j'ai fait Carpe Diem. Je parle de chance, je parle de joie, parce qu'en fait, je veux revenir aux fondamentaux, les émotions primaires, enfin, ressentir des choses très primaires. Donc, je pense que en année 1, il va se passer, donc en 2026, hein, je vais chercher des thèmes. Donc là, justement, je cogite là-dessus, très, très fédérateurs. Oui, c'est des thèmes très fédérateurs et qui en même temps, on avait discuté sur ce sujet, rejoignent un petit peu aussi le développement Ah, personnel. complètement. Est-ce que tu peux m'expliquer justement pourquoi? Parce que Pourquoi? le développement personnel, c'est aussi une matière qui t'est Ah bah familière et exactement. sur Ouais. laquelle toi, tu travailles au quotidien? Ah oui, 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 depuis que je suis très jeune, depuis 16-18 ans, j'ai toujours bouquiné mes bouquins de développement personnel, le Mind Power. Bon, je me suis beaucoup inspirée du Mind Power, donc le pouvoir de l'esprit à l'américaine, le Just Do It. Enfin, j'ai vraiment ça en moi. Et c'est vrai qu'en fait, au travers de mes expos, je fais aussi du développement personnel. Et je me rends compte que j'attire à moi des gens qui sont aussi dans le développement personnel. Donc en fait, moi, je me régale parce qu'au travers des personnalités qui viennent, ça nourrit aussi toute cette sensibilité que j'ai en moi, ce besoin de parce que je fais rien au hasard. Enfin, tout ce que je décide Mmh. dans la vie, il n'y a jamais de hasard. Ni les gens qui sont autour de moi, ni il y a toujours un apprentissage en fait. Moi qui te connais, je sais que tu es très sensible aux énergies, tu es Exact. très sensible aux gens qui t'entourent Ouais. et tu as vraiment ce besoin fondamental de t'entourer de gens positifs, Solaire, ouais. solaires, pétillants, sincères dans leur démarche. Authentique, ouais. Et c'est vrai que dans chaque exposition que tu mets sur pied, il y a ce côté à la fois ludique où on retourne un petit peu aux valeurs primaires, aux valeurs finalement Complètement. de l'enfance, puisqu'Complètement, il y ouais. a pas si longtemps, Casimir Bah oui, il y a un an. était l'un de tes parrains. Exact. L'exposition d'avant, c'était le thème de la joie. Là, c'est Ouais. la chance. Donc, à chaque fois, tu essayes de fédérer autour de toi finalement des gens qui partagent tes valeurs et ta sensibilité, et tu les invites finalement à exprimer leur propre personnalité Totalement. sur la toile. Ouais. Alors justement, une fois que tu as choisi un thème d'exposition, j'imagine qu'ensuite, tu vas à la recherche de pépites, à la recherche d'artistes qui sont inspirés par ce thème. Est-ce que tu peux Alors, m'expliquer comment tu travailles justement alors, dans cette ouais, c'est recherche? très intéressant comme question, merci. C'est en fait, alors autrefois, j'ai envie de dire, je parlais un petit peu, il y a un an, hein, c'est pas si vieux, mais ça me paraît très loin en même temps. C'est moi qui allais à la recherche d'artistes parce que je me disais, tiens, lui, il est complètement, ou elle est complètement dans le thème, donc j'allais faire mon marché, je me baladais sur Artsper et je regardais un peu ceux qui avaient travaillé sur des thèmes des thématiques qui m'intéressaient beaucoup. Il s'avère que j'ai inversé la vapeur. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de faire ce travail parce que les gens viennent à moi très naturellement et je n'ai plus ce travail de prospection et qui me prenait un temps fou en plus. Hein. Alors justement, comment ça se passe? Les gens te contactent via ton site internet, ils Alors pas t'appellent. encore. Comment les gens rentrent en contact avec toi et comment se passe justement cette approche qui est finalement le cœur de ton métier, la relation que tu peux avoir avec Oui. les artistes, la mise en valeur que tu mets en place à partir du moment où tu choisis quelqu'un. Explique-nous cette relation que tu tisses avec tes artistes et qu'est-ce qui fait que tu vas en choisir un plutôt qu'un autre. Oui, d'accord. Alors déjà alors le site internet, on en parlera peut-être après, mais Oui. il existe, mais il n'est pas encore à 100% né, mais il existe, hein, il est en gestation. On en parlera. Donc au stade où j'en suis, parce que j'ai beaucoup évolué en un an, donc encore une fois, je n'ai plus besoin de faire ce travail de prospection. Il s'avère que les amis de mes amis sont mes amis, c'est-à-dire que j'ai souvent mes propres artistes qui font mon auto-promotion et qui disent, tu sais, c'est sympa, je fais des expos avec Sabine Matarasso, tu devrais la contacter, elle est très sympa, elle est ouverte, elle est ci, elle est ça. Donc en fait, je suis à un stade où limite j'ai presque trop d'artistes qui veulent participer. Je peux pas répondre à tout le monde et je sais que pour certains, je leur dis, bah tu sais, peut-être que t'es pas tout à fait dans le thème pour cette expo-là, mais on peut, j'en fais 4 par an, t'inquiète pas. Surtout si le feeling est passé, je te programmerai sur janvier. Enfin, c'est pas janvier, c'est mars, juin, septembre ou décembre. Donc en fait, je suis dans l'instant décalé. Je comprends. Mais à partir du moment où tu as sélectionné un artiste,
comment ça se passe? Il a la carte blanche pour s'exprimer sur le thème de l'exposition. Alors, ouais. Ensuite, vous dialoguez ensemble, tu restes disponible. Explique-moi un petit alors peu justement, ouais, la c'est intéressant. relation que tu tisses avec tes artistes. Alors, c'est très intéressant comme question, merci. Alors, en fait, au tout début, donc il y a encore un an, j'avais tendance un petit peu à, comment dire, coacher un peu mes artistes en disant, ça serait bien si tu me faisais un Casimir, ça serait bien si. D'accord. Donc, j'étais un peu en précommande. Mmh. Mais je me rendais compte que finalement, mes artistes, ils travaillaient un peu sur commande et que si la toile n'était pas vendue, bah, ils se retrouvaient avec une toile qu'ils avaient, entre guillemets, pas choisi de faire. Donc ça, j'ai arrêté de le faire parce que je me suis dit, après tout, je dénature le côté inspiration d'artiste spontané. Donc maintenant, en fait, j'ai tendance à lancer mon sujet. Donc mon thème, je ne sais pas qui va participer. Tu lances une bouteille à la mer, et en fait, c'est ceux pour qui ça a un écho réagissent parle, hein. Et disent, tu sais, moi j'aimerais bien participer à ton expo, donc Lucky. Je sais déjà ce que je vais faire, et là. Ben, je leur laisse carte blanche parce que j'ai envie moi, j'aime pas brimer les artistes, j'aime bien qu'ils s'expriment, et ça m'intéresse de voir 21 regards différents pour parler de oui, parce qu'il se trouve que cette année, pour l'exposition Lucky, il y a 21 artistes exposants. Après, c'est pas un nombre fixe. Parfois, il y en a 50, parfois, il y en a un peu plus, un peu moins. Ouais, mais par rapport à la place aussi, on peut pas trop. Voilà. En tout cas, toi, dans ce qui t'anime au quotidien, tu souhaites vraiment que les personnes puissent s'exprimer librement et finalement se mettre à nu aussi sur la toile. Parce que quand on peint, on parle aussi beaucoup de soi. Ah bah complètement. On ne peut pas faire semblant. Ah donc non. Il y a ça aussi. On triche pas. C'est cette énergie qui vient de soi, c'est ce rapport au dessin et aussi finalement peut-être à l'enfant intérieur qu'on est. Exact. Et toi, je sais que les artistes que tu choisis représentent aussi un petit peu une part de toi. Ah bah complètement. D'ailleurs, je suis incapable de travailler avec un artiste déjà avec qui j'ai pas le feeling, que je ressens pas. Si je ressens pas son travail, que je le comprends pas, ça peut arriver, hein, malheureusement. C'est assez rare parce que je suis assez ouverte d'esprit, mais parfois je peux me retrouver en face d'un travail, ça m'évoque rien, et j'ai pas envie de blesser l'artiste en lui disant, tu sais, ton travail m'inspire pas ou me parle pas, tout simplement. Mais encore une fois, c'est assez rare, hein, honnêtement. Mais donc le premier critère, j'ai envie de dire, le premier baromètre, c'est qu'il faut que toi tu ressentes déjà quelque chose en tant que personne, et il faut que l'artiste en tant qu'individu tu ressentes une sensibilité commune et un feeling qui passe. Ah oui, c'est le premier filtre. Bah, je travaille beaucoup à l'humain et à la résonance, tout ça. Et alors c'est peut-être un tort, hein, mais je crois que je suis incapable de travailler autrement. En fait. Bah, c'est ton ADN, c'est ta marque de fabrique. Profondément comme ça, et en fait mes artistes, quand on est encore une fois dans un huis clos, parce qu'en fait ça fait huis clos comme sous la mezzanine. S'il y a pas ce feeling entre nous, on s'entend pas, c'est très compliqué de travailler 3 jours ensemble. Et est-ce que tu fais aussi attention finalement à l'association entre les différents artistes? Parce que j'imagine que quand on monte comme ça des expositions, il faut aussi que l'énergie circule entre les différents artistes et qu'il y ait aussi un langage commun. Pas forcément qu'on soit identique, mais qu'en tout cas, on se complète et qu'il y ait une énergie commune qui soit diffusée. En fait, l'idée, si tu veux, c'est qu'il y a un fil conducteur invisible, un fil rouge entre chacun d'entre eux, et alors c'est toute ma difficulté d'ailleurs, parce que d'un côté je laisse carte blanche, donc je ne sais pas ce qu'ils vont me montrer, et d'un autre, moi je suis obligée de faire une organisation assez carrée. Il faut que j'ai des cloisons, il faut que j'aménage. Et alors moi, ils me disent oui, mais tu sais, j'aimerais bien être sur la cloison numéro 3. Tu sais, j'aimerais bien être sur la cloison numéro 5. D'accord, mais si je sais pas ce que tu montres et que toi, la cloison numéro 6, juste à côté, ça va pas du tout ensemble, je suis obligée de te déplacer, en fait. Donc moi, je dis toujours à mes artistes, ok, j'ai noté que tu voulais de préférence cette cloison-là, mais si ça répond pas avec l'artiste à côté de toi, je te déplacerai. J'ai pas de scrupules là-dessus, en fait. À partir du moment où ça correspond à la même configuration. Oui, parce que ce dont on se rend pas forcément compte, c'est que ton travail, qui est un véritable travail de commissaire d'exposition, donc commissaire d'exposition, ça suppose à la fois de dénicher des artistes, de les représenter, de les comprendre, de les accompagner. Mais à côté de ça, il y a aussi tout un travail de logistique, de chef d'orchestre, d'harmonisation en fait des différentes tendances que les artistes peuvent proposer. Et ça, c'est du off.
et on s'en rend pas forcément Non, on se compte. rend pas compte. Et C'est un finalement, énorme boulot. dans un temps extrêmement limité, Court, très court. puisque comme tu l'as dit, tu organises 4 expositions par an, ce qui veut dire qu'il y a très peu de temps entre chaque exposition. J'ai pas de pause. 2 mois, 2 mois et demi. Et finalement, c'est un temps très court à la fois pour créer pour les artistes et toi pour monter sur pied en fait, une exposition qui tient la route. En général, il me faut à peu près 3 semaines entre le lancement de thème, 3 semaines max pour savoir exactement qui participe. Parce que tu vois déjà la maturation du projet. Donc parfois j'en ai 5 d'un coup, je sais qu'ils viennent, mais il faut remplir les 21. Alors ça, j'ai pas de problème pour remplir. Là-dessus, j'ai zéro angoisse. Le plus compliqué pour moi, c'est de garder, je me répète, mais de garder ce côté carte blanche et d'un autre garder ce côté, bah oui, mais c'est moi qui ai le point, un peu le point final parce que je dois vous mettre en scène chacun et que ça se réponde. Bien sûr. Alors, on va revenir juste brièvement sur l'actualité parce qu'on y reviendra aussi un petit peu plus tard dans l'émission. Donc, cette année, ta prochaine échéance, c'est le 12 décembre 2025. C'est le vernissage de l'exposition Lucky. Exact. Donc, un thème de la chance qui est extrêmement fédérateur, je trouve, et inspirant. Alors, est-ce que tu as déjà quelques pépites ou quelques scoops à nous délivrer par rapport à cet événement? Je peux annoncer des petites choses. Déjà, moi, alors, on n'en a pas parlé, mais je fais un petit clin d'œil, mais c'est vrai que j'aime bien inviter sur mes vernissages des gens que j'ai eu en interview. Parce que du coup, c'est ma manière à moi de refaire un écho par rapport à ce qu'on a fait, le travail qu'on a fait. Donc, il s'avère que j'ai reçu 4 écrivains. Et que ces 4 écrivains, j'ai très envie qu'ils participent à mon expo parce que je me rends compte que finalement, en lisant leurs bouquins, quelque part, ils ont joué aussi un rôle par rapport à mes choix de thèmes, puisque je tourne autour de pas mal d'idées. Et en fait, je me rends compte que les 4 tournent autour de la résilience, en fait. Et la résilience est liée aussi à la chance qu'on a, au capital chance dans la vie. Et tout est lié, en fait. Oser. Au fait d'oser être prendre qui la on lumière. est. Enfin, je fais un gros clin d'œil à notre parrain, mais. Tout à fait. Et ce qui m'importe, en fait. Loïc Landreau. Loïc Landreau, exactement, qui sera aussi notre invité la semaine prochaine dans Artistiquement Vôtre. Et c'est vrai que moi j'aime. Alors tu parlais de parrain, marraine, mais c'est vrai que j'aime bien avoir un couple fictif comme ça de parrain et de marraine. J'aime bien avoir. Et pourquoi justement comment ça t'est venu cette idée de parrain et de marraine, qui est une excellente idée, qui assure aussi une certaine visibilité à ton événement, et c'est toujours des gens aussi qui sont en résonance avec la thématique de ton exposition. Alors je sais, alors ça m'est venu comme une évidence, j'ai envie de te répondre. Ça me paraissait, je pensais pas pouvoir le faire autrement en fait. Alors non pas que je le faisais avant avec mon père en galerie, mais parce que alors quand tu fais un one man show, donc une expo individuelle, en fait c'est l'artiste le parrain de son expo puisqu'il s'autopromeut, enfin il fait l'autopromotion, donc t'as pas trop le choix. Mais quand t'as une expo collective, pourquoi tu vas prendre un artiste plus qu'un autre? Bon, tout à fait. Je comprends. Un niveau d'égalité. Et alors en même temps, ça peut m'arriver aussi. Tu fonctionnes un petit peu comme une équipe finalement. Il pourrait y avoir une équipe de foot sur le terrain. Il y a un ou deux capitaines, mais voilà. Mais l'équipe, c'est l'équipe. J'aime bien m'entourer d'un parrain. Alors au début, je voulais un seul. Puis après, je me suis dit non, mais j'aime bien le côté couple. Que j'associe un parrain et une marraine. Le yin et le yang. Ouais, j'aime bien en fait. J'aime bien parce que je me dis même en pire des cas, si un des deux était un petit peu moins dispo, ça permet d'avoir forcément quelqu'un qui parraine ou qui marraine l'événement. Et il s'avère que j'aime bien ça en fait. Donc je réfléchis déjà à mes expos d'après, les parrains et marraines, gens que j'aimerais vraiment mettre à l'honneur. En fait, j'adore ça, je m'éclate. En fait, tu t'inspires vraiment au départ et aussi au fil de l'eau. Tu te nourris en fait des rencontres que tu fais. Ça te donne des idées, ça t'inspire. Au travers de mes lectures, des gens que je rencontre. Et tu construis tes événements, tes expositions en te nourrissant en permanence des gens que tu rencontres. Mais comme un puzzle en fait. Comme un puzzle. Ouais, c'est un peu la réflexion que je me faisais parce que ma fille joue beaucoup au puzzle et en fait je me suis rendu compte que je fonctionnais comme un puzzle en fait. Oui, c'est une belle image. Et je réfléchis, tu vois, à des images. Mais...
Alors justement, on va parler d'un volet un petit peu plus personnel, parce que les gens ne savent pas forcément que depuis l'enfance, tu as toujours baigné dans une atmosphère artistique, Complètement. puisque ta grand-mère était professeure de dessin, Exact, ouais. ta sœur Sandra est artiste collagiste, Exact. et puis ton père Alain, marchand d'art. Ouais, et puis mon père et ma mère, les deux avaient un très bon coup de crayon Voilà, donc vous aussi. avez tous dans la famille Matarazzo cette fibre artistique, Complètement. ce besoin de s'exprimer à travers l'art. Alors, toi, tu as passé 30 ans de ton parcours aux côtés de ton père, Alain Matarazzo. Alors, on imagine bien que travailler en famille, ça doit pas être tous les jours facile, Non, c'est mais je pense aussi que c'est une richesse énorme. Qu'est-ce que toi, tu as gardé de cette expérience avec ton père et qu'est-ce que tu en as retiré aujourd'hui pour ton travail au quotidien et ce que tu essayes justement de mettre en place? bah, en fait, alors on revient un petit peu à mes 18 ans, mais en fait, moi j'ai grandi dans un milieu extrêmement matriarcal, beaucoup de femmes. J'avais une mère très présente, une grand-mère, enfin deux grands-mères, mais j'en voyais surtout une. Enfin, beaucoup de femmes. J'avais beaucoup de femmes autour de moi, une nounou espagnole, donc encore une femme. Donc c'était très matriarcal. Et mon père, en fait, était déjà marchand de tableaux et était beaucoup à l'étranger, en fait. Il passait 6 D'accord. mois de sa vie à l'étranger. Donc en fait, on grandissait pas trop avec le père. Le père, c'est le repère. Et c'est vrai que je suis arrivée à 18 ans. Premier chagrin d'amour, bah, toute ma vie un petit peu remise en question et en fait je cherchais mon père, mon repère et je me suis dit enfin d'ailleurs c'est mon enfin si je dois faire un petit clin d'œil mais donc c'est mon premier amour hein, qui m'a dit mais je comprends pas t'es fille de marchand de tableau mais ton avenir est tout tracé parce que moi je m'orientais vraiment vers autre chose. Oui, tu es les langues, les Bah, études d'espagnol. alors, par rapport à l'espagnol, j'avais une prédisposition pour les langues. Mm, Et puis surtout, moi, j'aimais l'esthétique. Quoi. mm, Déjà toute petite, ma mère m'appelait Pomponnette. Hein, je lance une bombe là, mais parce que j'adorais me pomponner. Quoi. mm. J'adorais le maquillage, les cheveux longs, machin. J'ai jamais eu les cheveux. Oui, Bref, tu as toujours eu un côté très girly. très girly. Ouais. Et c'est pas étonnant que j'ai eu des filles derrière, mais T'adorais le rose, ah, je me bah, le rappelle. sucre, Ouais, c'est tu vois, le sucre et le sel. Bah, moi, j'étais très orientée plutôt sucre, ouais, enfance, côté féminin. Et c'est ouais. vrai que je me prédisposais pas forcément à faire de l'art, en fait. Et il s'avère que mon chagrin d'amour à 18 ans m'a aussi prédestinée. Mm. Et cette phrase, mais je comprends pas, t'es fille de marchande de tableau, mais vas-y, quoi. Et alors, j'y allais pas parce que je m'orientais vraiment vers d'autres études. Et puis, il s'avère que ça tombait l'année des 95 avec les grèves. On était Ouais, dans la rue et ouais, mon père, il a repris un petit peu le côté autoritaire. Il m'a dit, il est hors ouais. de question que tu traînes dans la rue. Mm. Tu vas venir à la galerie m'aider. Voilà, parce qu'à l'époque, il avait besoin de petites mains, tu vois, Mm. pour faire des choses. Et je me suis retrouvée à la galerie sans conviction, honnêtement. Hein. Et en fait, bah, j'ai tout appris là-bas, hein, donc machine à écrire. Donc autant te dire que je ne savais pas taper, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordi, il n'y avait pas de téléphone. Tu es donc née en Euh, 1942, Sabine. exact. Je ne fais pas mon âge. L'ordinateur n'existait pas. Non, ni le téléphone, on n'avait rien de tout ça, pas de réseaux Mm. sociaux. Mm. Donc je me suis retrouvée à 18 ans et des brouettes. Hein, Finalement, ce qu'on comprend, c'est que tu as appris ton métier sur le tas, complètement. que toutes les circonstances finalement t'ont poussé, Converger vers mon ont père. convergé vers ce secteur d'activité. Oui. Donc c'était vraiment, j'ai envie de dire, ton destin. Oui, oui, oui. Et puis Et ton père finalement, ce que c'était je mon comprends repère, mon aussi, qui père. t'a un petit peu manqué étant enfant, Mm. finalement tu l'as retrouvé un petit peu plus Complètement. tard. Complètement. Bah oui, parce que j'étais avec lui tout le temps. Et il t'a appris Il m'a tout appris. ton Il métier, m'a tout avec appris. tout ce que ça implique. C'est fou parce que moi j'étais très proche de ma mère, et, bah, jusqu'au bout. Hein. Mais c'est vrai que j'étais en manque de père. Alors pourtant j'avais un grand-père présent, mais j'avais vraiment besoin de trouver mon père. Mm. Et je crois que je l'ai vraiment trouvé dans la galerie de mon père en fait. Et c'est vrai qu'après toute ma destinée, enfin tout s'est j'ai envie de dire. Moi, je me rappelle très bien, Les... étant adolescente, enfin, ou à la vingtaine, Oui. venir à des vernissages, donc à la Galerie du Centre À Paris, à ouais, Paris, dans le 4e, ouais. qui était vraiment un lieu emblématique, très bien situé dans une Café petite de la rue, Gare, dans ouais. une petite ruelle à côté d'un théâtre.
Théâtre Tressaillon. Ouais. Donc en fait déjà c'était toute une atmosphère. Ah ouais, puis au pied de Beaubourg avec voilà, les au pied de tuyaux. Beaubourg. Donc c'est vrai que c'était sympa de venir. Et vous mettiez beaucoup en valeur. J'ai des noms comme Peter Saul, Daniel Autoire, je crois. Exact. Et vous faisiez voilà beaucoup de vernissage autour de ces artistes, beaucoup de pop art, beaucoup de pépites. Donc je pense aussi qu'avec ton père, tu as aussi forgé une sensibilité, une expertise. Tu as fait aussi des études d'histoire de l'art, il faut quand même le signaler. Parce qu'on n'a pas tout dit. Tu as aussi une culture quand même artistique très forte. Ce n'est bah pas uniquement une, un parce que mon père de terrain. Mais il m'est tombé dessus, il m'a dit ne fais pas la même erreur que moi, il faut que tu fasses des études d'histoire de l'art. Donc évidemment, je me suis retrouvée bifurquée des langues à l'histoire de l'art. J'ai fait des cours du musée du jeu de paume. Voilà, et puis bon, après j'ai appris au fur et à mesure, hein, parce que à force d'aller dans les musées, tout ça, la culture, tu l'acquiers au fur et à mesure, et heureusement, parce que sans culture, c'est pas la peine. Hein. Mais c'est vrai. Alors, ce que je peux faire une petite parenthèse, c'est que en fait, mon père, il a défendu la figuration narrative, qui est un mouvement qui est né dans les années, enfin c'est après les années 60, 60. C'est apparenté au pop art anglais et américain. Et en fait, mon père donc il s'est spécialisé en figuration narrative, en pop art anglais et américain parce que c'était aussi sa sensibilité. Et il s'avère que quand j'ai commencé à 19 ans, 20 ans, en fait, il était déjà en train de mettre en place tout ça parce qu'il faut 30 ans pour qu'un mouvement existe. D'accord. Donc il était déjà au cœur d'une future histoire de l'art. Il était précurseur. Complètement. Puis il avait un talent pour vraiment découvrir les artistes. Moi, il m'a traîné dans plein d'ateliers. Enfin, j'ai vu comment monter j'ai vu comment monter des expos. J'ai vu comment la promotion d'un artiste. Tu dirais qu'est-ce qui vous lie? Quels sont vos points communs avec ton père? Je pense que c'est un homme d'intuition. On est des signes comme ça, très intuitifs. Mon père avait toujours un temps d'avance, en fait. C'est des révélateurs de talent. C'est des gens qui sont qui savent avant tout le monde, et donc il avait ce talent-là. Puis c'était un passionné, mon père. Enfin, on voyait, la nuit même. Moi, je me rappelle, la nuit, il travaillait la nuit dans sa tête. Mais je fais pareil aujourd'hui. Hein. Je me disais, il est fou, pourquoi il dort pas la nuit? Mais oui, parce que il faut aussi. Enfin, moi, je le constate beaucoup. C'est que toi, tu es quand même assez hyperactive. Tu fais toujours plein de choses en même temps. J'ai un esprit. T'as un esprit un petit peu branché H24 en mode Bluetooth. C'est ça. Un peu trop à mon goût. Et c'est un besoin viscéral en même temps qui t'équilibre et qui te nourrit. Tu trouves comme ça un équilibre, j'ai envie de dire, dans une forme de déséquilibre. Oui. Et ça, je pense que ça fait partie des gens qui ont une âme d'artiste. Complètement. Et justement, quand j'ai annoncé ta venue sur l'émission, j'ai regardé la définition de ce qu'était une muse. Et je trouvais que ça te correspondait bien, parce qu'une muse, c'est à la fois quelqu'un qui inspire un artiste, mais c'est aussi quelqu'un qui pousse les autres à être créatifs. Ouais. Et j'aime bien l'image. Ouais. Et je trouve que ça te correspond très bien. Et dans muse, il y a aussi amuse, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc c'est inspiré. C'est vrai que je suis beaucoup dans tout en s'amusant. Oui, parce que le côté ludique est très présent. Chez moi, oui, très. Ouais. Et voilà, complètement. Et en fait, j'ai envie de te répondre que alors effectivement, je travaille beaucoup, mais j'ai pas l'impression de travailler parce qu'en fait, je suis dans mon élément. C'est-à-dire que je comprends. J'ai pas de week-end spécialement dans ma tête. En fait, il y a pas même, le dimanche n'existe pas, quoi. Les heures de table, enfin, c'est horrible, hein, mais j'arrive pas à cloisonner. En fait, ça peut me réveiller la nuit. J'ai des idées, des noms d'expos qui me viennent comme ça, comme flash. Ouais. Et puis ça me maintient éveillée. Puis je peux pas faire autrement. En fait. Mais mon père est pareil. Hein. Moi, je me rappelle de mon père. Il se levait le matin, il me dit oh là là. J'ai trouvé mon nom d'expo pour la prochaine fois. Je dis, mais il est fou. Alors, pour l'entourage, ça doit pas être simple. Non, parce que c'est mais en tout cas, mais en fait, c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie. Ouais. C'est une vraie manière de vivre. Hein. Exactement. C'est l'art de vivre. On est dans l'art de vivre. Alors, tu crois pas si bien dire, parce que il y a aussi peut-être quelque chose que les gens qui nous regardent ne savent pas, c'est que toi-même, tu t'es essayé, tu as voulu être artiste. Alors, ouais, je me suis posé la question. On peut débattre. Suis-je artiste? On peut débattre des années pour savoir qu'est-ce que c'est être un artiste. En tout cas, toi, tu t'es confronté au réel, puisque tu as même pris un nom d'artiste, Cookie Rose. Exact. Alors, explique-nous, c'était il y a combien de temps et en quoi a consisté justement cette expérience artistique pour toi? Alors, j'avais environ 27 ans.
Donc ça coïncide pile poil quand j'ai été enceinte de mon premier enfant. D'accord. Et même en astrologie, à 27 ans, c'est un âge très important. Charnière. Ouais, il y a le club des 27 avec Jimmy Morrison. Ouais, le avec en fait, tous ceux 27 qui sont ans, morts à 27 ans. Bon, toi, c'était un souffle vital. Contrairement, on peut imaginer, c'est pas 30 ans, c'est avant, quoi. Il y a un vrai tournant à cet âge-là, en fait. Donc déjà, je me posais beaucoup de questions parce que quand tu te retrouves à garder tout, des morceaux de ficelle, des machins, des petites breloques, à découper des bijoux en disant tiens, ça serait bien sur une toile. Enfin, tu te dis, ben, soit je suis folle, soit j'ai vraiment un tempérament d'artiste parce que en fait, j'adore. En fait, pour moi, tout a une âme. Les objets ont une âme, tout a une. Et en fait, c'est un peu maladie, mais j'ai du mal à jeter. En fait, je garde beaucoup parce que je me dis ça peut toujours servir ou être de se donner une seconde vie à un objet. Et d'où, je fais une petite transition, mais d'où mon slogan. Justement, non, mais que j'avais déjà à 27 ans. J'ai repris mon slogan de mes 27 ans, en fait. Rendre l'éphémère éternel, c'est-à-dire quelque chose qui pouvait être, à la limite, voué à être jeté, lui donner une seconde vie. Et en fait, j'ai eu l'idée comme ça, comme je faisais de l'accumulation. En fait, j'adorais Armand, enfin, des Spoeri, des gens qui faisaient des tableaux sculptures. Je me suis dit, mais moi aussi, en fait, j'ai besoin de figer dans la colle, donc créer ce côté éphémère, éternel, en fait, en le fixant, en l'engluant. Donc j'ai ressenti ce besoin d'être. Je comprends. Alors à la fois dans ta façon de fonctionner, il y a un côté très photographique. Mais en même temps très ancré dans la matière. Oui. Alors justement, en tant qu'artiste Cookie Rose, c'était quoi l'exposition et qu'est-ce que tu devais faire à cette époque? Alors déjà Cookie Rose, c'est parce que mon chien s'appelait Cookie, et puis que ma fille était en rose. Toujours l'univers très sucré. Donc quand il a fallu trouver un artiste, un nom d'artiste, ma mère m'a dit mais tu vas pas utiliser Cookie Rose. Enfin, elle a trouvé ça absolument ridicule. Faut dire aussi que une de tes passions que tu tiens aussi de ta maman, c'est les animaux. Tout à fait. Pour qu'on comprenne aussi la filiation. Oui. Et j'ai toujours grandi avec j'ai toujours eu un chien à côté de moi. J'ai petite, quand il me cherchait, j'étais dans les poils du chien. Moi, j'ai un rapport aux animaux. Je les attire dans la rue, je les touche. Et donc c'est vrai. Moi, j'ai toujours eu un chien d'ailleurs. Je peux pas faire autrement. Et c'est vrai que est né Cookie Rose en fait comme ça, et j'ai même fait mon site à l'époque, qui a été éphémère pour le coup, il a duré à peine 1 an, mais c'était ma manière à moi en fait, je pense que par rapport à une angoisse de la mort en fait, ce besoin. Mais alors qu'est-ce que tu as produit en tant qu'artiste? Alors j'ai produit en fait je faisais des toiles, des tableaux sculptures, donc chose que j'aime beaucoup, donc prendre le support de la toile et de recréer des intérieurs. Au travers de miniaturisation, donc moi j'aime beaucoup la miniaturisation, de l'engluer sur toile et de recréer à la fois de la lumière, de la matière, alors j'aime le figuratif, je viens d'une culture pop, donc j'avais besoin de recréer un univers d'intérieur d'appartement. D'accord. Et donc j'ai monté comme ça une expo en binôme avec Nathalie Benaïm. Oui. Donc elle faisait des petites bonnes femmes très stylisées, bijoutées, coiffées. Et moi, je faisais les intérieurs de ces petites bonnes femmes, en fait. Donc on avait appelé ça intérieur-extérieur, et c'était une expo qui fonctionnait très très bien. D'ailleurs, ça se répondait bien. Et au bout de cette expo qui durait une journée, donc c'est très très court, je me suis dit non, je ne veux pas faire des carrières artistique. Alors justement, je rebondis parce que quand on a échangé toutes les deux avant l'interview, tu m'as dit quelque chose de très intéressant. Tu m'as dit que justement, à travers cette expérience, tu t'es rendu compte qu'être un artiste, finalement, c'était se mettre à nu. Complètement. Parce qu'on se met à nu sur la toile et puis on reçoit aussi de plein fouet aussi les avis positifs ou négatifs. On est à poil. Les gens viennent comme ça, ils te disent ça je comprends pas, ça me plaît, ça me plaît pas. Et finalement, j'imagine aussi que c'est un petit peu violent puisqu'on doit se justifier finalement d'avoir exprimé ce qu'on a exprimé. Et tu m'as dit à juste titre, en anglais, en français on dit une exposition et en anglais on dit exhibition. Yes. Et exhibition, bon, si on fait une traduction un petit peu littérale, on est d'accord. C'est s'exhiber, se mettre à nu. Exactement. Et ça, pour toi, c'était assez je pense compliqué. qu'à l'époque, j'étais pas armée, j'avais pas de bouclier de protection et j'étais pas apte à entendre la critique, en fait. Et d'ailleurs, j'avais eu beaucoup de critiques dans le sens univers trop enfantin, trop féminin, trop. D'accord.
Oui, bah oui, parce que alors la critique peut être constructive, attention, hein, mais à l'époque, je pense que j'étais un peu trop susceptible, hein, mais j'étais pas apte à me confronter au regard des gens, au jugement des gens et surtout aux critiques des gens. Et je me suis rendu compte bah, que c'était pas, par rapport à ma sensibilité, je pouvais pas donner suite. Après, ça veut pas dire que je garde pas en moi ce besoin de créer, attention, mais pas de l'exhiber ou de le montrer, quoi. Tu vois. Et ce que je trouve intéressant à travers tout ce que tu racontes, c'est que justement, à travers tes différentes expériences, aujourd'hui, tu es vraiment armé et J'espère. tu as vraiment une expertise finalement pour comprendre les artistes qui t'entourent, comprendre leur travail à travers les études d'histoire de l'art que tu as faites et 30 ans d'expérience auprès de ton père. Donc à comprendre les tendances, aussi à comprendre un petit peu ce qui marche, ce côté un petit peu dénicheur de talent, et aussi accompagner les artistes parce que tu comprends dans ta chair finalement ce qu'ils peuvent ressentir. Complètement. Et ça, c'est ce qui fait vraiment ta valeur Bah, ajoutée. c'est pour ça que l'accompagnement artistique m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, c'est de l'humain. Donc ça va complètement avec le développement personnel qui me passionne aussi. J'ai cette âme d'artiste, donc je sais ce qu'ils ressentent pour une première expo, une première interview, donc je me suis totalement empathique, j'arrive totalement à me mettre à leur place, de trouver les mots justes pour les faire cheminer et leur dire mais tu sais c'est pas autre chose qu'aller boire un café au café en fait, hein. Une interview, la caméra tu la vois pas, le micro tu l'oublies en fait, je suis une ancienne timide moi, attention, hein, maladive hein, même, hein. Et c'est pour ça que tout ce cheminement, bah, il m'intéresse beaucoup. Et en fait, quand j'arrive à fédérer autour d'un thème, ça me plaît beaucoup aussi parce que je suis le chef d'orchestre de tout ce qui va se passer sur ce salon. Et j'adore ça parce qu'en fait, sans eux, j'existe pas, mais vice versa. Cette expo n'existerait pas si j'étais pas là non plus. Donc en fait, tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de je suis la chef, je suis au-dessus. Il y a rien de tout ça. C'est un chef d'orchestre. Il est là pour orchestrer, pour organiser, harmoniser aussi. harmoniser et faire en sorte que l'expo existe. Bien et c'est pour sûr. ça que j'aime beaucoup le côté collectif. Alors même si c'est compliqué, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, parce qu'il faut gérer. Oui, parce qu'un artiste, par définition, a beaucoup d'ego quand même. il est un peu timide, mais en même temps un ego très fort. Il faut gérer tous ces paradoxes. C'est pas forcément simple. Non, c'est très dur. C'est pour ça que ça, tu dirais que c'est la difficulté principale de ton métier. Oui, explique-nous un petit peu cette dimension-là. Bah, en fait, réussir en fait, parce que les cloisons sont les unes à côté des autres. Donc, réussir déjà à cloisonner l'univers d'un artiste, sachant qu'il a un voisin ou une voisine et qui se connaissent pas forcément, que les univers peuvent se répondre mais sont pas forcément différents. Moi, je dois faire attention aux affinités, me dire alors parfois je joue un petit peu avec ça, je me dis tiens, je vais mettre une extravertie à côté d'une introvertie, on va voir ce que ça donne. Ça passe ou ça casse. Après je peux mettre deux extravertis ensemble, ça va bien matcher. Après c'est de l'énergétique en fait, donc je réfléchis à tout ça pour que tout le monde s'y retrouve, tout le monde se sente bien. En fait, le but c'est que tout le monde se sente bien, qu'il n'y ait pas des gens laissés pour compte qui me disent tu te rends compte, je me suis pas sentie dans l'ambiance. C'est pour ça que je crée un groupe WhatsApp avec tous mes artistes en amont. Tu crées du lien entre les gens. Je crée du lien, bien sûr. Et les interviews me permettent aussi de créer ces liens en amont. Ce qui fait que le jour J, quand on arrive, les gens, ils connaissent les noms, ils savent, et certains se sont déjà vus, certains se sont vus dans d'autres expos. Donc moi, je tiens à ce que tout le monde se tutoie parce que je trouve que le tutoiement donne vraiment, il y a moins de barrières, tu vois. Et puis là, je fais venir des chanteurs, des musiciens, des gens, je dis des personnalités. Et là, je charge des jeux, tu vois. J'ai une idée de côté un peu ludique quand les gens vont arriver sur l'expo Lucky. Et puis je fais appel à des gens comme toi pour. On n'en a pas encore parlé, mais tu as un rôle là sur mon expo. Bah, j'ai bien compris. Un grand rôle, même un très très grand rôle avec Daniel aussi, Daniel Lambert. Et moi, pour moi, c'est très important que tout le monde ait une fonction, un statut, et personne marche empiète sur les territoires de personne en fait. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, j'accueille beaucoup de gens avec mon cœur parce que je travaille avec mon cœur. Et j'aime les gens, je suis altruiste, voilà, j'ai besoin que ça se passe bien, voilà. J'aime pas les tensions, j'aime pas les coups bas, j'aime pas le mensonge, j'aime rien de tout ça, voilà.
Alors justement, comme tu l'as remarqué à juste titre, l'émission ici, c'est Art de vivre. Art de vivre, ouais. Alors récemment, tu as mis sur pied ton site internet, même Oui. si tu dois encore un petit peu Bah, finaliser les c'est choses. la dernière ligne droite, mais ça y est, il va arriver. Alors justement, bon, tu t'en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais sur ton site internet, il y a une punchline qui te ressemble, qui est rendre l'éphémère éternel. Exact. Alors tout à l'heure, tu nous as un petit peu expliqué ce que ça Ce besoin, signifiait ouais. pour toi, mais au-delà du côté très concret de figer dans la matière un objet ou un moment, est-ce que pour toi, rendre l'éphémère éternel, tu pourrais dire que finalement c'est une forme de philosophie de vie pour toi? Complètement, ah bah oui. Alors est-ce que tu peux nous Bah, expliquer dans quelle mesure? Bah déjà, genre, je l'ai dit à demi-mot, mais c'est la peur de la mort, tout simplement. Le fait que la vie est éphémère, déjà, c'est la vie en fait. Ouais. Et donc c'est un carpe diem finalement. Complètement. Et bah, moi j'aime l'instant T. Souvent je dis aux gens, moi je vis 1 heure à la fois, 1 seconde à la fois. Je vis plus hier et je suis pas dans demain en fait. Je suis vraiment dans l'instant T. Et c'est vrai que moi, si je devais mourir demain, c'est pas ce que je me souhaite, mais on sait jamais. Je veux pouvoir partir l'esprit tranquille, avoir fait tout ce que j'ai à faire, oui. et même si j'ai pas fini, mais être aligné entre ce que je pense que je suis et ce que je dis, voilà. Donc, et c'est pour moi c'est très important quand je fais une expo en fait qu'elle soit figée pendant 3 jours, elle existe et qu'elle soit donc immortalisée avec photos, vidéos, elle existe, c'est de l'ancrage. Et c'est pour ça que ça me ressemble tellement en fait, ça. Rendre l'éphémère, donc une expo c'est éphémère, éternelle dans le sens où elle est immortalisée en photo, en vidéo. Oui, parce qu'en fait finalement, quand on organise des expositions, on propose un moment d'émotion. Ouais. Qui finalement passe très vite, éphémère, ouais. Alors que tu mets quand même 2 mois et demi minimum à l'organiser. Donc ça passe très vite, c'est éphémère justement. Exact. Mais le fait qu'il y ait des tableaux, qu'on monte une expo, qu'il y ait des murs, qu'il y ait une table, qu'il y ait des gens qui soient venus et qu'ensuite on garde une trace de ça. Exact. C'est ce qui se permet de se rendre compte du travail et du chemin accompli. Mais tu sais, alors je dis toujours à mes artistes, quand j'arrive le vendredi matin à 9h, j'ai l'angoisse parce que c'est pas la page blanche, c'est les murs noirs, tu vois. C'est que t'arrives, y a rien au mur, ça ressemble à rien et tu sais que 8 heures après, ou même pas quelques heures après, 7 heures après, t'as plein de gens qui vont être là. Donc en fait, t'as cette montée d'adrénaline. Faut vivre là, faut y aller vite, faut tout monter, faut que ça ressemble à quelque chose. Et quand on se retrouve même à 3h moins 5 parfois. Et là, je visualise l'expo, je fais, ça y est. J'ai l'impression que j'ai accouché, en fait. Ouais, je comprends. À chaque fois, c'est un enfant. Ah, j'accouche. Moi, j'accouche d'un projet à chaque fois. Et en fait, je le dis à chaque fois, l'émotion que j'ai de voir mon expo monter, tu peux pas imaginer. En fait, moi, je suis à Disneyland. Je suis contente, je suis heureuse. Là, je suis alignée entre tous mes chakras. C'est un accomplissement. Complètement. Et alors là, j'ai une souffrance quand on doit défaire le décor. Voilà. Mais je me dis, il y a eu tellement de photos, il y a eu tellement de vidéos, les gens ils sont dithyrambiques, ils font une pub incroyable que c'est comme ça qu'ils immortalisent en fait. Bien sûr. Et le site internet permet de garder cet ancrage avec les photos, les vidéos, tout ce qui existe, plus les interviews et tout ça. Donc c'est toujours rendre l'éphémère éternel. D'accord. Alors, tu sais que moi, dans mon émission, je demande à mes invités d'apporter un objet qui, pour eux, ont du sens ou en tout cas qui fait sens pour eux dans leur parcours. Exact. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Alors, écoute, ça m'a paru évident. Pourtant, pour un poisson comme moi qui est flou artistique, mais c'est le cadre. D'accord. Alors, montre-nous. Alors, c'est un cadre blanc parce que j'adore un cadre vide. Un cadre vide blanc. Mais alors, pourquoi carré? Attends, mets-toi ta petite tête dedans. Ma tête dedans, voilà. C'est que en fait, c'est la structure, c'est l'accompagnement, c'est mon père, voilà, c'est mes repères, c'est mon père, c'est tout ce que j'ai appris, c'est tout. D'ailleurs, moi, tu vois bien que c'est un petit carré aussi. Tout est carré, mon flyer est carré. Donc en fait, on s'exprime, mais toujours dans un cadre. Pour un poisson comme moi qui est très qui est dans le flou artistique, l'immensité de l'infini. Non mais moi je suis dans l'infini. Oui. Et en fait, je me rends compte que j'ai besoin d'énormément d'ancrage, de cadre.
Et c'est pour ça que je suis autant attirée par les signes de terre. C'est ce rapport racinaire. Et en fait, le cadre, j'adore encadrer d'étoiles. Et je me suis rendu compte que sur mon site internet, je ressentais le besoin d'encadrer toutes les photos. Donc je mettais des bordures partout. Et je pense que j'ai besoin, parce que j'ai souffert beaucoup de débordements, et j'ai besoin de cadrer les choses et d'apprendre en structure interne. Et je crois que c'est mon karma dans cette vie, c'est le côté carré que je n'ai pas naturellement, attention. Hein. Et quand tu m'as demandé un objet qui caractérise tout ça, ben, ça m'a paru évident que c'était ça, c'était le cadre. D'accord. Moi, ce que je retiens, c'est que effectivement, il y a un cadre, mais c'est un cadre qui est vide. Alors, donc, dans ce cadre, il y a tout à faire. Finalement, chacun peut y mettre ce qu'il veut et ce qu'il ressent. Oui, parce que encore une fois, je laisse une grande liberté aux artistes. Je veux pas. Tu vois, par exemple, un truc qui est frappant, c'est que quand je fais un carton, mes artistes me disent ouais, mais tu sais, j'aimerais me le mettre à ma sauce. Et en fait, moi, je suis pas psychorigide. Je dis mais bien sûr, si t'as envie du moment qu'on reconnaît mon texte, qu'on reconnaît l'essentiel, j'ai envie de te dire, si au-dessus il veut mettre un logo, un machin, ça me pose aucun problème en fait. Je suis pas psychorigide du tout. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, mais garder le cadre. Donc le cadre, bah, c'est ce qu'on est obligé d'imposer. C'est les fondations et puis c'est certaines règles. Exactement. Et après, tu rajoutes des fioritures sur ton cadre, des petites paillettes, des machins, ça me pose. Tu le personnalises. Voilà, tu customises. Moi, je suis une customisatrice. Je sais pas. Moi, j'adore customiser. Comme les gens qui tunent leur voiture, toi, tu customises. Mais en gardant le cadre. Les œuvres, donc en gardant toujours. Voilà. Et tu vois, il y a pas de fond. Qui sécurise aussi, qui te sécurise moi, aussi, qui est nécessaire et qui est sécurisante. J'ai besoin de l'encadrement. C'est pour ça que j'aime le coaching, j'aime l'accompagnement. C'est ça l'accompagnement, c'est le cadre. C'est avoir du cadre. Et ça m'a paru évident quand tu m'as dit amène-moi un objet. J'ai dit tu vas voir, ça va être un objet qui va peut-être te dérouter, mais qui me ressemble pas forcément à la base. J'aurais pas pensé à ça, effectivement. Non, mais ça a du sens. Mais j'en ai besoin. Je crois que je vais vers ce dont j'ai besoin en fait. Alors, pour revenir justement sur quelque chose de très concret, donc vendredi 12 décembre 2025, vernissage de l'exposition Lucky, donc à la Halle des Blancs-Manteaux à Paris dans le 4e. 43. Voilà. Non, 48. Pardon. 48 rue Vieille du Temple. Donc, c'est une exposition qui a lieu jusqu'au dimanche 14. Exact, jusqu'à 20h, ça ferme. Voilà. Alors, est-ce que tu peux justement me dire un petit mot sur les parrains que tu as choisis pour cette exposition? Parce qu'ils sont deux, un homme et une femme. Exact. Pourquoi eux? Pourquoi tu les as choisis? Alors c'est mal élevé, mais je commence par l'homme parce que tu es là. Je pense Loïc Landreau qui était ton invité chez Artop. Et alors le bouquin, voilà, je l'ai pas encore lu, pardon, mais c'est prévu ce week-end. Et j'ai pas vu encore ton interview non plus. Je suis très honnête, je dis les choses telles qu'elles sont. Pas. mais en fait, rien que ça m'a interpellée. Déjà le titre, j'ai aimé le titre. Oser la lumière. En plus, c'est un monsieur qui est assez grand, qui est très charismatique. Donc, et puis j'ai une confiance aveugle en toi, Vanessa, en tes choix, en tes goûts. Je ne sais pas si tu devrais. si. Non, mais parce qu'on, toi et moi, on a des âmes sœurs, on se ressemble au niveau sensibilité. Et c'est vrai que quand j'ai voulu faire Lucky, j'avais besoin d'un parrain très charismatique, quelqu'un et puis toujours dans cet esprit de développement personnel. Donc, ça m'a paru évident, en fait, en discutant avec toi. Et puis, je voulais toi aussi t'impliquer. Donc, c'était une manière de doublement vous impliquer, quelque part en prenant un package que tu avais déjà construit en faisant ton émission. Et puis, toute la lignée Artop, enfin, tout était logique pour moi. En fait, ça m'a paru moi, si je t'ai proposé Loïc, c'est parce que je trouve que son livre Oser la lumière, que j'ai commencé à lire, qui a une résonance très directe avec ton exposition, voilà, qui a à voir justement avec l'authenticité et le fait que quand on ose la lumière, forcément, on se met aussi un petit peu à nu. Et le fait d'oser se mettre à nu, c'est provoquer sa chance. Alors après, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Oui. Mais en fait, j'aurais lu le livre. Cette filiation, moi qui te connais aussi un petit peu par rapport à ta sensibilité justement liée au développement personnel, à ton parcours et tout ça, je trouvais que réellement il y avait non mais je pense que tu as raison et quelque chose à tisser. C'est là où je fonctionne à l'intuition, c'est que quelqu'un de cartésien t'aurait dit d'abord je lis le bouquin et après je te dis si je le fais ou pas. Moi je t'ai d'abord dit oui. Et je t'ai dit, je vais lire le livre après. Merci mais pour ta confiance. Mais parce que je sais, au niveau intuitif, je sais que c'est lui, mais je sais que c'est toi. Et voilà, en fait, je le sais.
ce que je disais de mon père tout à l'heure, Mm. quand tu sais les choses, tu sais que c'est ça, Oui, oui. donc tu es déjà dans le vrai, mais après, c'est des instants décalés parce qu'il faut trouver le temps de lire le livre, tout caler. Mais ça, il sera lu, hein, j'ai aucun doute là-dessus. On va vérifier, Sabine. Tu Attention, vas voir, interrogation écrite. Hein. non, non, je l'aurais bien en tête en plus. Et puis la marraine aussi, Chimène qui Maeva. qui s'est imposée aussi comme une évidence, parce que moi j'aime bien l'évidence. Mm. Et c'est une femme qui est arrivée dans ma vie relativement récemment, j'ai envie de dire. Et paradoxalement, elle arrivait déjà sur mon chemin il y a un an en fait, parce qu'elle était à mon expo. Oui, j'ai vu des photos où elle était Oui, présente, effectivement. elle était sur l'expo du mois de mars, Drôle de dame. Oui. Mais c'est une dame que j'approchais pas plus que ça, voilà, qui m'évoquait, tu vois, vu de l'extérieur. Mais après, tu sais, pour que les chemins ils se rencontrent, Bien sûr, c'est faut des occasions aussi. Et en fait, elle est venue me chercher parce que c'est pas moi, c'est elle qui est venue me chercher pour Octobre Rose. Oui. Et il s'avère que c'est tombé pile poil sur les 75 ans qu'aurait dû avoir ma mère, le 10 octobre 2025. Et j'ai pris ça comme un signe parce que moi je crois beaucoup au signe du destin. Et j'ai saisi ma chance. J'ai ma chance d'être dans un événement qui m'a fait beaucoup de bien en fait, parce que j'ai pu rendre hommage à ma mère pour Octobre Rose et pouvoir parler du cancer du sein et de tout ce que j'ai traversé en tant que personne à risque. Hein. C'est l'angle qu'ils avaient pris pour moi, et puis ça m'a permis aussi de montrer des artistes qui sont venus pour l'occasion. Donc Chimène a joué un rôle incroyable dans ma vie à ce moment-là, et je la remercie 1000 fois. Et je me dis, il n'y a jamais de hasard dans la vie, il y a que des rendez-vous. Hein. C'est aussi alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais c'est complètement ma philosophie. Je sais qu'on rencontre jamais les gens au hasard, en fait. Et ça m'a paru évident d'associer. Alors ils se connaissent pas encore, ils se sont pas rencontrés. Moi qui connais un petit peu Loïc, je peux te dire qu'ils ont des correspondances, puisque Loïc est très intéressé par l'entrepreneuriat et justement les gens qui osent et qui créent. Pour le coup, c'est le et cas. Chimène est quand même une forte personnalité qui œuvre beaucoup à travers son réseau pour mettre les gens en connexion, pour monter des événements. Et je pense qu'ils ont ce côté ça va bien matcher, énergétique et audacieux qui les lie. Complètement. Donc ne t'inquiète pas, je suis pas du tout. Alors tu me sens inquiète, moi pas du tout. Non, mais en tout cas voilà, pour moi les filiations sont claires. J'en suis persuadée, et ce qui me fait plaisir, c'est que en fait, je réponds à ta question tout à l'heure, mais en fait, je suis plus à un stade où je vais chercher les gens. C'est les gens qui arrivent à moi, et je pense que c'est aussi énergétique. Bien sûr. C'est que les gens qui se disent, mais tu sais, moi, j'aimerais bien venir chanter pour ton vernissage. C'est pas moi qui vais les solliciter, et je trouve ça génial parce que, tu vois, je vais avoir des chanteurs aussi, et en fait. Alors justement, pour donner une information un petit peu concrète, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que certes, tes expositions, c'est des événements festifs, ludiques, où tous les artistes finalement sont mis en valeur, mais il faut pas oublier que les toiles sont à la vente. Ah bah, c'est sûr. Voilà, c'est quand même le nerf de la guerre. Ça c'est évident. Les livres seront en dédicace. Exact. Le livre de Loïc Landreau sera aussi à la vente, évidemment. Donc voilà, tous ceux qui viennent, bah oui, c'est sûr. Regardent, passent un bon moment, mais tout en est plus, à la vente. On n'est pas loin de Noël. Donc allez voir Sabine, qui se fera un plaisir de vous expliquer les tenants et les aboutissants. Et puis, alors moi, c'est bien qu'on finisse sur cette note-là, une note un petit peu financière. C'est vrai que tout est à vendre. Hein. On propose des œuvres d'art. Donc, alors c'est déjà arrivé que j'ai des artistes qui refusent de vendre, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais non, là pour le coup, tout est à vendre. On aura même une partie un peu merchandising, parce qu'on va des veilles de Noël. Donc moi, c'était important pour moi qu'il y ait aussi des petites choses pour des petits budgets, parce que les gens parfois ont que 30 € dans la poche, et j'ai envie que tout le monde s'y retrouve en fait. Donc même avec 30 €, même moins, hein, je pense qu'il y aura des premiers prix. Tu peux te faire plaisir, avoir un petit souvenir de l'expo. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et puis après, ça fonctionne au coup de cœur. Hein. Donc il y a des artistes, et c'est normal de pas tout aimer dans une expo. Attention, hein. Bien sûr. Parce que en fait, c'est des propositions. Il y a 21 propositions, et si t'en aimes 4, 5, 10, 15 ou 0, parce que on sait-on jamais, c'est pas grave. En fait, c'est pour toutes les sensibilités. C'est pour ça que j'essaye de faire des expos vraiment à thème qui parlent à tout le monde, hein, de 7 à 77 ans, même 3 ans, hein, les petits. C'est pour ça que je fais très attention au thème que je choisis.
Et donc, oui, il faut que ce soit un thème fédérateur. Complètement. Il faut que les artistes s'y retrouvent. Il faut que les gens qui viennent voir l'exposition s'y retrouvent aussi. Donc, il faut que ce soit finalement assez populaire et assez simple. Exact. Et là, ce qui est intéressant, comme sur toutes les expositions, c'est que les 21 artistes exposants se sont tous exprimés librement sur ce thème qu'est la chance. Oui. Et chacun, finalement, pourra y retrouver peut-être quelque chose qui fait écho en soi. Et c'est ça qui est intéressant. Complètement. Et encore une fois, je donne beaucoup de liberté aux artistes. Donc, il y a des propositions. Parfois, je me dis, tiens, c'est marrant, je n'y ai pas pensé. Parce que je peux pas penser à tout, bien évidemment. Et en fait, ça me plaît d'avoir des propositions qui se ressemblent pas et qui, paradoxalement, se répondent. Donc, tu vois, pour certains, ils ont ressenti le besoin de faire des symboles. Donc, il y aura des symboles de chance. Et puis d'autres, c'est plus imagé, c'est plus spirituel, c'est plus philosophique. Mais c'est bien aussi. Avec son univers. Et d'ailleurs, Vanessa, je te lance un petit défi, c'est que je crois que tu vas faire le tour des artistes. Avec plaisir. Et moi, en fait, j'ai envie que tu parles avec ton ressenti en tant que personne. Ce que t'évoques une toile, sans même avoir forcément les clés, tu vois. Pas savoir ce que l'artiste a voulu dire, forcément. D'accord. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est le message, c'est ce que ça a fait écho comme en toi. Parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est tu as autant de regards que de personnes, c'est-à-dire tu vois ce que tu as envie de voir dans le tableau et peu importe si tu l'aimes par rapport au choix des couleurs, au choix Ce qui compte, c'est que ça ne laisse pas indifférent, je pense. C'est même pas une question d'aimer ou pas aimer, mais c'est que ça évoque quelque chose. Je peux juste rebondir là-dessus parce que mon père avait une phrase là-dessus, justement, il disait si ça te dérange, c'est que c'est puissant, c'est bien. Il faut que ça en fait, il faut que ça l'esprit, le côté dérangeant. Sinon, si c'est pas dérangeant, si c'est juste, alors, tu tombes dans la décoration. En fait, la lisière entre la déco et l'art, c'est que il faut que l'art, ça doit être messager, ça doit vraiment faire passer et pour pouvoir marquer l'art, on n'a pas marqué l'histoire de l'art, il faut être novateur et oser changer de support, prendre des risques, prendre des risques. Et si ça te dérange, c'est que c'est bien. Il faut que ça dérange. J'adore cette phrase. Et là, c'est même pas de moi, c'est de mon père. Et c'est vrai que parfois, je peux montrer des choses un peu étonnantes d'artistes qui ont osé montrer des choses dérangeantes. Mais si c'est dérangeant, c'est que c'est intéressant. Ça peut te heurter dans ta sensibilité. Puis tu rentres chez toi. Ça t'interpelle, en tout cas. Ça t'interpelle et tu te dis, mais pourquoi l'artiste, il a fait ça, quoi? Je l'ai pris en photo, mais en fait, j'aime ou j'aime pas, je sais pas. Mais en fait, l'art doit te faire écho à ta vie. Oui, faire bouger les lignes. Complètement. Si c'est purement décoratif et te dire, oui, bah, moi, c'est mignon. Je peux le refaire. Parce que je l'entends aussi, ça a l'air. Oui, bah, je peux le refaire. Hein. Ouais, ça a aucun intérêt, quoi. C'est vous te dire, bah oui, j'ai la photo en souvenir de l'expo, mais non, quelqu'un qui veut acheter de l'art, il lui faut absolument. Oui, c'est viscéral. Ah oui, oui. Il y a un côté viscéral. D'ailleurs, moi, je le vois au regard. La personne, elle est scotchée dans elle pense même pas à comment elle va le financer, si elle va le financer, mais il lui faut. Ça fait écho à sa vie, ça te prend aux tripes, en fait. Et tu veux l'avoir absolument, quoi. Bon, Sabine, j'aurai encore plein d'autres questions à te poser, mais on est limité par le temps. Ouais. On va conclure avec mon petit rituel avec mon petit bouquin, La sagesse du fortune cookie. Ouais. Donc, une petite citation inspirante qui va te porter bonheur et qui va te booster jusqu'au jour de l'expo. Donc, tu prends le bouquin, tu te concentres et tu vas tomber sur une citation inspirante. Au hasard. Il n'y a pas de hasard. Et après, je fais quoi? Tu lis la citation. Oh, votre avenir s'annonce radieux et beau. Bah voilà. Franchement, pour 2026, je sais pas si on voit. Une belle prédiction pour l'année à venir. C'est beau, hein, ce que j'ai eu là. Radieux et beau. Merci. J'espère que c'est un mantra qui va te porter longtemps. Et que j'espère aussi, et ça me donne l'idée d'avoir des gâteaux de la fortune sur mon expo. Oui, je pourrais t'apporter des petits fortune cookies. Bah, écoute, je sais même pas où ça s'achète, mais il y en a partout. C'est une idée que j'aime beaucoup, ça. Bon, bah parfait. Merci Vanessa. Bah merci beaucoup Sabine. T'as eu un grand moment pour moi, un grand moment de bonheur. Moi aussi, j'avoue que j'avais un petit peu le trac parce que c'est pas toujours, le trac entre guillemets, parce que inviter quelqu'un qu'on connaît, une amie, je trouve plus compliqué que quelqu'un avec qui tu n'as pas forcément de lien. Ça s'est pas senti.
Là, ça s'est pas Au ressenti début, du j'ai un tout. peu cafouillé, mais Non, c'est moi je pas l'ai pas grave. senti, je l'ai pas senti. Merci. Bon, En tout cas, merci beaucoup. Ça merci m'a fait un beaucoup très beau Sabine. portrait. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres portraits inspirants. Et voilà, j'espère que celui-ci, en tout cas, vous aura plu et que vous aurez appris des choses intéressantes sur Sabine Matarazzo, qui a une personnalité très riche et très sensible. Voilà, à bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.